grand honneur d'accueillir un auteur peu ordinaire. Conservez toujours le titre. Voilà, merci de l'accueillir. Merci infiniment. Je me laisse entre les mains de Denis Carreau, rédacteur en chef de Nice Matin, qui nous fait le plaisir de cet entretien. Et ensuite, il y aura une table de presse. Courte, mais une. Vous avez tout ce qu'il faut. Bonjour à tous. Monsieur le Président, bonjour. On est ravis de vous accueillir au Festival de Mouansartou. Alors, je vais attendre le top du BTS audiovisuel de Cannes qui fait la captation de cet entretien. Bonjour à tous, Monsieur le Président. Nous allons évoquer votre nouveau livre, Bouleversement, dans lequel vous revenez sur les 10 ans qui ont fait basculer le monde. Alors, on va échanger et on passera rapidement la parole à la salle. Je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'on puisse être dans un échange interactif et qu'on puisse vous poser des questions. Cette décennie de bouleversement, vous en avez été à la fois témoin et acteur. On voit notamment que vous avez côtoyé la plupart des dirigeants internationaux. Vous parlez au début de votre livre beaucoup de Vladimir Poutine, qui vous a particulièrement marqué. C'était le 1er juin 2012. Il voulait d'ailleurs, et vous le dites, vous impressionner. D'abord, bonsoir à tous. Merci d'être aussi fidèles à ce festival de Mouansartou. Et je remercie aussi Nice Matin et l'ensemble de la presse de s'associer à cet événement. Donc j'y réponds bien volontiers, non pas parce que simplement je suis auteur, mais parce que en tant qu'ancien président, j'ai un devoir qui est de transmettre mon expérience, mon témoignage, pour que les Françaises et les Français soient, autant qu'il est possible, informés de ce qui se passe dans le monde. Vous avez raison d'indiquer que j'ai écrit ce livre lorsque Vladimir Poutine a lui-même décidé d'intervenir militairement et d'envahir donc l'Ukraine. Et je me suis posé cette question, est-ce que c'est une décision qu'il prenait parce qu'il était pris d'un coup de folie, ou est-ce qu'au contraire, elle était inscrite depuis des années dans une forme de planification, même si Vladimir Poutine ne savait pas, il y a 10 ans, ce qu'il pourrait faire, notamment par rapport à l'Ukraine. Et si on regarde ce qui a été l'objet de ce livre, ce qui s'est produit depuis 10 ans, il est clair que à la fois Vladimir Poutine pour la Russie, mais aussi Xi Jinping pour la Chine, se sont rapprochés pour bâtir une alliance, une grande alliance, et pour mettre au défi les régimes démocratiques, avec sans doute l'idée que nous n'étions plus capables de nous défendre, que nous étions d'une certaine façon des puissances secondaires, et que c'était le temps des régimes autoritaires d'imposer leurs règles et leur vision du monde. Lorsque j'ai rencontré donc Vladimir Poutine en juin 2012, c'était la première fois que je l'avais en face de moi, puisque je venais d'être élu président de la République, et lui arrivait au Kremlin après 4 ans d'abstinence, puisqu'il avait laissé la place à Medvedev. Il était, si je puis dire, redevenu Premier ministre, alors qu'il accédait cette fois-ci à la présidence. Et j'ai tout de suite compris qu'il était dans un esprit de revanche, pas encore de conquête, mais de revanche. C'est-à-dire qu'il considérait que les Occidentaux, depuis la fin de la guerre froide, l'effondrement du mur de Berlin, la disparition de l'Union soviétique, avaient infligé une humiliation à la Russie, l'avaient empêché de pouvoir garder son influence, sa suprématie sur les pays de l'Est, et d'avoir laissé l'Ukraine, notamment, accéder à l'indépendance. Alors il m'expliquait, parce que vous avez raison, il voulait impressionner son interlocuteur,
il m'expliquait que c'était les Occidentaux, notamment les Américains, qui mettaient des missiles autour de la Russie et qu'ils se sentaient donc d'une certaine façon agressés. Il me faisait comprendre que les États-Unis n'étaient plus aussi dominants et donc ne pouvaient plus prétendre à cet impérialisme. Et il testait de savoir si nous, Européens, nous avions encore la capacité de résister. Je pense qu'il était conscient qu'il ne pouvait pas aller forcément très loin. Et est arrivée une année très importante, l'année 2013, où lorsque Bachar el-Assad, le dirigeant syrien, a utilisé des armes chimiques pour écraser la rébellion, et que Poutine soutenait Bachar el-Assad, nous avions convenu avec Barack Obama, nous la France et lui les États-Unis, de réprimer cet acte barbare, l'utilisation d'armes chimiques en violation du droit international. Et au dernier moment, je le décris dans le livre, on était en fin du mois d'août 2013, Barack Obama suspend sa décision et il n'y aura jamais de punition de Bachar el-Assad, alors même qu'il avait utilisé des armes chimiques. À ce moment-là, Poutine comprend qu'il va y avoir un retrait américain, que l'Europe n'est pas en état de pouvoir avoir une puissance militaire, et qu'il y a une opportunité qui va s'ouvrir avec la révolution de Maïdan en Ukraine, puisque le président de l'époque a été renversé par un mouvement populaire. Le président de l'époque ukrainien était très proche de Vladimir Poutine, et c'est là qu'il y a eu la première guerre d'Ukraine. Et dans cette guerre d'Ukraine, qui va durer quelques mois, il n'a pas tous les atouts dans son jeu, et il est mis au banc déjà du système international, et il cherche à ce moment-là une issue. Et ça va être ce qu'on a appelé les accords de Minsk, que nous avons négociés, Madame Merkel et moi-même, à Minsk, c'est la capitale de la Biélorussie. Et c'est là que j'ai compris que, enfin j'avais compris ça avant, mais que c'était encore plus net cette nuit-là, parce que cette négociation a duré des heures et des heures, et notamment toute une nuit, que Vladimir Poutine, il ne comprenait que les rapports de force. Il ne se déterminait que par rapport à des relations de puissance à puissance, ou de savoir s'il pouvait encore avancer ou s'il devait reculer. Et pourquoi a-t-il décidé d'envahir l'Ukraine en février donc, de cette année? C'est parce qu'il a eu conscience, et de ce point de vue-là, il a fait une erreur, qu'il pouvait, sans risque pour lui, sans risque majeur pour lui, pour son pays, envahir l'Ukraine. Il a imaginé que les Ukrainiens ne résisteraient pas comme ils l'ont fait. Il a imaginé que son armée était très opérationnelle. Il a cru que les Européens ne réagiraient pas unanimement, de peur que la crise de l'énergie les mette dans une situation impossible. Et il a pensé que les Américains n'aideraient pas les Ukrainiens. Et c'est tout l'inverse qui s'est produit, et vous en avez été vous-même témoin, c'est que les Ukrainiens ont été extrêmement vaillants, c'est que l'armée russe a été défaillante, c'est que les Occidentaux ont plutôt réagi unanimement en faisant des sanctions et en aidant les Ukrainiens, et que c'est maintenant lui qui est en recul avec tous les dangers d'un dictateur qui vit une situation où il n'a plus justement la force pour imposer ses lois. Comment vous analysez la détermination du peuple ukrainien? On voit le rôle joué par le président Zelensky, ce qui n'était pas évident au départ, et on voit que tout son peuple fait bloc autour de lui. Est-ce que c'est un des éléments de la situation actuelle, et comment vous l'expliquez? Oui, pour Vladimir Poutine, il s'en est d'ailleurs ouvert dans des discours, dans des livres, il n'y a pas d'Ukrainiens. Les Ukrainiens sont des Russes qui ne le savent pas encore. Donc, quand il intervient, il pense que l'armée russe va être accueillie avec des lauriers et avec des bravos. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a une partie de l'Ukraine, ce qu'on appelle le Donbass, où ce sont des populations russophones. Mais ce n'est pas parce qu'on est russophone qu'on est russe. Ce n'est pas parce qu'on est francophone qu'on est français. Ou alors... dites-le aux Belges, aux Suisses, ils ne seront pas forcément de cet avis. Zelensky lui-même était russophone. Et Zelensky lui-même est russophone. Et parle mieux le russe que l'ukrainien. Et d'ailleurs, quand Zelensky a été élu, face au prédécesseur, Poroshenko,
Poutine a cru qu'il allait avoir un partenaire possible. En plus, comme c'était un comique, un animateur de télévision, pour Poutine, c'était rien. Donc il a pensé que ça serait donc une partie de campagne assez facile. Et pourquoi les Ukrainiens ont réagi comme ils ont réagi? C'est parce que non seulement ils défendent l'idée de l'Ukraine, mais ils défendent la démocratie. Ils ont compris que s'ils passaient sous le joug de Vladimir Poutine, c'en était fini des libertés, de ce système où on peut malgré tout avoir du pluralisme, où on a l'espoir un jour d'entrer dans l'Union européenne. Tout ça s'écroulait. Et à partir de là, ils ont résisté. Alors, ce qui est vrai aussi, c'est que, je vous ai dit, en 2015, il y a les accords de Minsk. Et pendant ces 7 ans, l'armée ukrainienne s'est considérablement renforcée, a été aussi équipée par les Occidentaux. Et donc, face à l'armée russe, elle a été capable tout de suite d'infliger des pertes assez sérieuses. Il y a une autre information que vous devez avoir, c'est que, hélas, les guerres conventionnelles, il n'y en a jamais eu sur le territoire européen depuis 1945. Il y a eu des guerres sur le territoire, sur le continent européen. Il y a eu des guerres en Bosnie, au Kosovo, mais c'était des guerres essentiellement par des moyens de bombardement. Là, il y a eu une guerre conventionnelle, c'est-à-dire une armée a envahi un pays. Et c'est là que les questions de logistique, il faut apporter du matériel, il faut approvisionner les soldats en alimentation et en munitions. Et tout ça a été très rapidement enlisé. Alors le problème qu'on a, c'est que compte tenu de ces difficultés, des dommages qui ont été infligés à l'armée russe, jusqu'où Vladimir Poutine est prêt maintenant à aller? Alors justement, jusqu'où est-il prêt à aller? Il a brandi à nouveau il y a quinzaine de jours la menace nucléaire, notamment des frappes nucléaires stratégiques limitées. Vous dites dans le livre, ce n'est pas l'hypothèse que je retiens. Est-ce que vous maintenez cette analyse? Oui, il peut y avoir un sentiment quand même de légèreté quand même un ancien chef de l'État vous dit, vous inquiétez pas, il a un arsenal nucléaire, il ne va pas l'utiliser. Il y a toujours du scepticisme, parce que on se pose la question quand Poutine dit c'est pas du bluff. On connaît ça pour ceux qui pratiquent le poker. Quand quelqu'un vous dit c'est pas du bluff, c'est qu'il peut bluffer. Mais on ne sait pas ce qu'il y a dans son jeu. Donc on doit prendre forcément toute menace au sérieux. On ne peut pas l'écarter comme ça d'un revers de main. Mais Vladimir Poutine n'est pas fou. Vladimir Poutine n'est pas quelqu'un qui veut quitter le pouvoir. Il veut au contraire s'y accrocher le plus longtemps possible. Donc il sait très bien que s'il devait utiliser une arme nucléaire, même tactique, c'est-à-dire limitée sur le plan du champ de bataille, il y aurait un effet en retour qui serait extrêmement lourd pour son propre pays et lourd pour l'image de la Russie dans le monde. Je reviens à la grande alliance qu'il a avec la Chine. Vous parlez dans le livre d'un pacte scellé entre Poutine et Xi Jinping. Et dans ce pacte, il y a l'interdit nucléaire. Parce que la Chine sait très bien qu'à ce moment-là, elle pourrait elle-même être entraînée. Donc il y a l'interdit de l'usage en première frappe du nucléaire. Je ne crois donc pas à cette hypothèse. En revanche, je vous ai parlé des armes chimiques pour ce qui s'était produit en Syrie. Ça, c'est encore possible. C'est-à-dire de faire que dans certains endroits, il puisse y avoir des armes de destruction massive, mais qui ne soient pas nucléaires. Si ça a été utilisé en Syrie, ça peut être utilisé ailleurs. Deuxièmement, je crois à la menace d'incidents graves sur des centrales nucléaires, notamment celle dans le sud, qui a encore été touchée par des bombardements, pour nous faire là aussi peur, pour nous dire, vous voyez, s'il se passe à nouveau Tchernobyl, ben nous, donc, Européens, on sera directement concernés. Parce que le calcul, il y a toujours un calcul quand même de la part de Vladimir Poutine ou d'autres qui sont dans des stratégies, c'est de penser que nous allons vivre, et nous commençons à vivre, des situations très douloureuses sur le plan de
du pouvoir d'achat, de l'énergie qui est plus chère, de pénuries qui peuvent se produire, et qu'à ce moment-là, nous, société occidentale, nous allons commencer à douter de l'utilité de soutenir encore davantage les Ukrainiens. Il y aura bien... Ça a déjà commencé. C'est un vrai risque pour vous? Oui, c'est un risque. Il y a déjà dans le débat politique des personnalités, je ne vais pas les citer pour ne pas faire de la propagande, mais qui commencent à dire mais pourquoi maintenir des sanctions? Pourquoi ne pas aller vers la négociation? Pourquoi pas en finir avec ce conflit? Et à un moment, dans quelques mois, si l'hiver a été rude, si nous avons du mal à nous chauffer, si nous ne pouvons plus circuler comme nous le voulons, si on manque de carburant, il y a bien quand même une partie de la population qui dira, écoutez, à quoi bon tout ça pour quelques kilomètres carrés de territoire ukrainien en plus ou en moins? Cette question, elle sera forcément posée là. Comment y répondre? Le problème n'est pas de savoir si les Ukrainiens vont récupérer une partie du Donbass ou pas, c'est de se dire, est-ce que nous laissons Vladimir Poutine et la Russie, même si je ne confonds pas la Russie avec le peuple russe, est-ce que nous laissons Vladimir Poutine empocher un gain territorial, ce qu'il a fait avec l'annexion des régions, sans réagir? Et alors, est-ce qu'il n'y a pas un autre risque, plus grave encore, c'est que d'autres pays se disent, puisqu'il l'a fait lui et qu'il y a réussi, on peut le faire nous aussi, la Chine par rapport à Taïwan, la Turquie par rapport à la Syrie, l'Arménie menacée par l'Azerbaïdjan, enfin, on peut multiplier les exemples. Donc, il nous faut accepter pendant encore quelques mois toutes les conséquences de la guerre. Elles sont lourdes, elles sont souvent facteurs d'inégalité supplémentaires, ce sont quand même les plus modestes qui souffrent de cette situation, ce qui suppose que les États, que l'Europe, que les gouvernements, bien sûr, permettent que nous puissions avoir cet apaisement de nos difficultés premières pour nous faire comprendre que c'est un enjeu majeur qui se joue aujourd'hui en Ukraine. Ce conflit, d'une certaine manière, il a réveillé l'Europe. Vous expliquez dans le livre Bouleversement que dans ce jeu complexe, les Européens sont les premiers exposés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Oui, les Européens, donc, je les ai bien connus au cours de mon mandat, ils avaient une illusion, une double illusion. Une illusion avec la Russie, et c'était notamment les Allemands, mais pas seulement les Allemands, on avait aussi certains pays qui étaient totalement sur cette ligne, qu'en achetant du gaz à la Russie, en faisant en sorte que la Russie puisse accéder à un peu plus de prospérité, en investissant, c'est-à-dire en laissant nos entreprises s'implanter en Russie, eh bien le pouvoir russe, la société russe irait vers plus de liberté, plus de démocratie et plus de liens avec l'Europe. C'était essentiellement le calcul d'Angela Merkel, mais elle n'était pas seule en Allemagne à porter cette réflexion, en disant il faut quand même, non pas simplement dialoguer avec Vladimir Poutine, on l'a fait des heures et des heures, mais il faut qu'il soit relié à nous, qu'il ne puisse pas se détacher de nous, d'où le projet de gazoduc Nord Stream 2, c'est un grand gazoduc qui devait être mis en service entre la Russie et l'Europe, et notamment l'Allemagne. Et puis, on a constaté que ce n'est pas parce que Poutine est lié par le gaz à l'Allemagne qu'il ne peut pas couper le gaz et le vendre à d'autres pays. Il y avait une deuxième illusion qui était aussi partagée par la plupart des pays européens, qui était de dire, avec la Chine, on peut lui permettre d'accéder à la mondialisation, acheter tous ses produits, ça fait baisser les prix, c'est des coûts de main-d'œuvre qui sont quand même assez avantageux. Bien sûr, la Chine se développe, mais qu'est-ce que ça peut faire? Au contraire, ça soutient la croissance, etc. Là aussi, avec l'idée que si la Chine devient un grand pays avec un capitalisme, ce qui est le cas, assez cruel, assez revendiqué comme tel, eh bien, là aussi, la Chine va s'ouvrir, la Chine va devenir plus démocratique. Bon, on voit ce qui se passe pour les Ouïghours, on voit ce qui se passe, hélas, du côté aussi d'Hong Kong et peut-être demain de Taïwan. Donc, ça, c'est la double illusion. Et puis, il y avait une troisième idée, qui est aussi une illusion en réalité, c'est que nous, Européens, on n'avait pas besoin, je ne parle pas de la France là, mais les Européens pensaient qu'ils n'avaient pas besoin d'avoir une politique de défense, de faire des dépenses militaires,
puisqu'il serait pour toujours protégé par les Américains, le bouclier américain, l'Alliance Atlantique, l'OTAN, etc. Sauf qu'à un moment arrive Trump. Alors on peut dire, oui aussi, Trump, il n'est pas très équilibré mentalement. Bon, c'est ce qui est possible, mais il correspond à une tendance aux États-Unis, qui est une tendance, ce qu'on appelle isolationniste, en disant, pour reprendre son slogan, l'Amérique d'abord. Donc à quoi bon exposer les Américains à la défense de l'Europe? D'une certaine façon, Biden, quand il commence son mandat, il se retire d'Afghanistan et il dit, bon, bah, maintenant, on en a terminé avec les opérations extérieures qui nous ont coûté quand même beaucoup d'argent et qui se sont terminées piteusement. Et les Européens, quand ils découvrent que Poutine est capable, contre toutes les anticipations quand même, d'envahir un pays, ils se disent, mais qui va nous défendre si demain, si pas forcément Trump, un autre président américain arrive et se retire du continent européen. D'où, effectivement, ma conclusion, c'est qu'il faut absolument que l'Europe puisse avoir sa propre défense, la France ayant peut-être davantage de moyens, le Royaume-Uni, qui n'est pas dans l'Union européenne, a elle aussi une capacité militaire, mais il faut qu'à quelques pays, nous soyons capables de nous protéger, non pas pour faire la guerre, nous ne voulons agresser personne, mais pour nous défendre, et pas simplement par les armes nucléaires, parce que l'idée de la force de dissuasion, c'est si on nous attaque, on envoie une bombe atomique. Bon, non, ça ne se passe pas comme ça. Aucun président français n'est prêt à déclencher une bombe atomique si la Russie envahit la Lettonie ou l'Estonie. Donc ce n'est pas par des armes atomiques, c'est par des armes qu'on appelle conventionnelles qu'on doit se défendre éventuellement s'il devait y avoir une agression. Eh bien, c'est ce qu'il faut préparer. Ça doit se faire dans le cadre de l'Alliance Atlantique pour ne pas nous éloigner des États-Unis, mais pour savoir qu'un jour, les États-Unis ne seront pas toujours à notre disposition pour nous protéger. Bien, merci François Hollande. Je vous propose qu'on passe aux questions de la salle. J'imagine que le public a des questions à poser. Monsieur au premier rang. Je ne sais pas si ça marche. Oui, ça marche. Oui, Monsieur le Président, j'aimerais avoir votre avis. Au moment de la perestroïka, sous Gorbatchev, Mitterrand avait émis l'idée de faire l'Europe de l'Atlantique à l'Oural. Ça aurait pu se faire si on avait eu une volonté politique. Est-ce que vous pensez que ça aurait changé l'histoire si cette stratégie avait été adoptée? Alors, il avait été dit à Gorbatchev, enfin c'est Gorbatchev qui l'a relaté dans ses mémoires, que l'Europe, les États-Unis, l'Alliance Atlantique ne voulaient pas intégrer les pays de l'Europe de l'Est dans le système de l'Alliance, dans l'OTAN. Finalement, tous ces pays ont voulu adhérer à l'OTAN et ont été progressivement acceptés. Est-ce qu'à ce moment-là, il aurait été possible de proposer ce qu'on a appelé une architecture de sécurité à la Russie pour la mettre parfaitement en confiance, pour éviter que Poutine pense qu'il est agressé par les Américains ou par les Européens, par l'OTAN? Oui, je pense que ça aurait été possible, et ça aurait été possible avec un dirigeant comme Gorbatchev. Après, ça a été plus compliqué. Dans un premier temps, parce qu'il y a eu plusieurs Poutines. Il y a eu un Poutine au début de sa présidence. Il en a fait plusieurs, lui. Donc, il peut même en faire jusqu'à 2035. Donc, ça donne des idées quand même. Pas de regrets pour autant, mais des idées. Donc, le premier Poutine était un Poutine qui voulait se faire reconnaître sur le plan international. Et peut-être que là, il y a eu des occasions qui ont été perdues, mais ensuite, à partir même d'avant 2012, il est convaincu que c'est par la force, ou par un rapport de force, peut-être pas par l'utilisation de la force, qu'il arrivera à récupérer les républiques satellites que l'Union soviétique a laissé partir, et qui n'est plus que la Fédération de la Russie. Il faut bien avoir en tête que l'Union soviétique, c'était 270 millions d'habitants. La Russie, la Fédération de Russie, c'est 150 millions d'habitants. Donc c'est vrai qu'il y a eu, d'une certaine façon, une régression. Et c'est ainsi que Poutine la vit. 2035, ça nous laisse des perspectives intéressantes. Pour qui? Une autre question? Oui, bonjour.
Vous évoquez les contenus des accords entre la Chine et la Russie. Comment vous pouvez savoir que tout est public, enfin, c'est pas forcément le cas, c'est pas une rentrée ouverte quand même. Comment vous pouvez connaître ce genre de détails? Non, il n'y a aucun secret que j'aurais à divulguer. On n'a pas d'informations sur, par exemple, les données militaires. Ce qui est clair, c'est qu'il se voit très régulièrement. C'est le chef d'État que Poutine voit le plus souvent. Et par exemple, Xi Jinping, qui n'est pas sorti quand même pendant la crise du Covid depuis 2 ans. La seule sortie qu'il s'est autorisé à faire, c'est pour voir Poutine. Deuxièmement, dans les votes du Conseil de sécurité, donc, la Chine et la Russie sont membres permanents du Conseil de sécurité, tous les votes de la Chine et de la Russie sont toujours les mêmes, et avec les vétos qui sont exercés. Les pays qu'ils soutiennent, la Chine et la Russie, sont exactement les mêmes. Aujourd'hui, l'Iran. Vous ne verrez pas de communiqué de la Chine ou de la Russie pour demander aux Iraniens d'arrêter leur répression sur les femmes. En Birmanie, la Chine soutient une junte militaire qui a pendu les opposants à la junte. Si je regarde la Corée du Nord qui lance des missiles qui ne sont pas encore nucléaires, mais qui pourraient l'être, des missiles balistiques, la Chine et la Russie sont là encore solidaires. Et donc il y a toutes les preuves de ce lien. Et si on regarde maintenant où vend et à qui vend son gaz la Russie, c'est essentiellement vers la Chine. Et donc la Chine a servi à la Russie pour éviter que les sanctions lui pèsent trop sur son économie. Mais, c'est pour ça qu'il faut toujours être attentif, la Chine, elle ne veut pas être entraînée dans un conflit qui ne lui est pas bénéfique. Donc autant elle peut regarder si Poutine va gagner la partie, et à ce moment-là, elle en tirera quelques conclusions. Mais si c'est pour avoir des sanctions qui pèsent de plus en plus, une récession à l'échelle du monde et une inflation avec les prix de l'énergie, plus un régime qui paraît, celui de Vladimir Poutine, vaciller, la Chine, elle est plus prudente quand même. Donc Poutine est un peu trop imprévisible pour les Chinois. Oui, je pense pas que Poutine est prévenu, je n'ai pas d'informations directes, hein, mais est prévenu par exemple les dirigeants chinois. Il a sans doute émis plusieurs hypothèses, mais il ne les a pas informés avant. Et là aussi, il y a eu une réunion qui s'est tenue dans une république du Caucase où il y avait donc le président chinois et le président russe, et la Chine a exprimé quand même des réserves sur la poursuite de l'offensive. Si ça ne tenait qu'à la Chine, elle chercherait la négociation. D'ailleurs, il est possible que ce soit la Chine ou la Turquie qui servent d'intermédiaire, et plus la France et l'Allemagne, comme ça a été le cas pour Minsk. Une autre question. Alors on essaiera d'être un peu plus paritaire après. Oui, Monsieur François Lang, bonjour. Bonjour. Donc, je fais partie des personnes donc, qui ont voté pour vous en 2012, au moins au deuxième tour. Et bon, maintenant, je fais partie davantage de l'histoire que de l'actualité politique. Ça remonte à plus de 10 ans. Il y a eu pas mal de bouleversements depuis. Je voulais un petit peu savoir si, justement, dans cette perspective historique, vous n'aviez pas un petit peu le sentiment d'avoir été un petit peu l'équivalent de ce que, vis-à-vis du socialisme français, de ce que Mikhaïl Gorbatchev a été vis-à-vis du communisme soviétique, c'est-à-dire l'acteur volontaire ou involontaire d'une transition radicale et peut-être irréversible vers quelque chose de radicalement différent par rapport à la tradition du socialisme français. Gorbatchev n'a pas laissé une si mauvaise trace que je veuille absolument récuser cette comparaison, même si ça s'est mal terminé. Mais non, je pense que le socialisme français, c'est quand il est arrivé aux responsabilités en 1981 qu'il doit faire face à plusieurs choix historiques, et notamment par rapport à l'Europe. Et c'est François Mitterrand qui, dès 1983, après la relance, considère que pour préserver l'engagement européen de la France et pour faire avancer l'Europe, il faut accepter d'une certaine façon, même si on doit les corriger, les règles du marché. C'est François Mitterrand qui fait qu'à travers le traité de Maastricht,
qui a été très controversée, il y ait la monnaie unique qui a forcément des contraintes, mais aussi des avantages. Aujourd'hui, on préfère quand même avoir l'euro que de revenir au franc. Et après, il y a eu Lionel Jospin qui a fait aussi le fait qu'on puisse avoir cette monnaie qui s'introduise dans nos vies quotidiennes. Moi-même, donc, j'ai été sur cette ligne-là, de considérer qu'il fallait faire autant de réformes que possible pour la justice, pour le progrès, pour les libertés, mais de garder cet ancrage européen. Et je veux vous confirmer que je pense que tout éloignement par rapport à l'Europe, même si on critique l'Europe, même si j'en vois toutes les contradictions, voire même toutes les divisions, parce que qu'est-ce qu'on a de commun entre la France et la Hongrie, la Pologne aujourd'hui, l'Italie, dont on ne sait pas exactement comment elle va être conduite, ou on ne sait que trop. Donc, malgré toutes ces contradictions, on a besoin d'être dans une Europe qui doit nous protéger davantage. Quand je dis protéger, c'est bon, les aspects de défense, mais aussi sur le plan économique. Et d'ailleurs, pendant la crise du Covid, heureusement qu'il y a eu l'Europe avec cette politique du médicament, des vaccins, et même pour la première fois, et c'était un combat que j'avais commencé moi-même à engager, l'Europe a accepté d'emprunter pour prêter, ou même pour donner aux États. Et donc, ce qui est très intéressant d'observer, je pense que pour la gauche britannique, ça sera aussi un sujet, est-ce que le Brexit a été une bonne opération ? Est-ce que ça a été un précédent qui a été utilisé par d'autres? Non. On n'est pas forcément bien dans l'Union européenne par rapport à nos valeurs et nos exigences et à nos aspirations, mais on est beaucoup plus mal à l'extérieur. Donc c'est pour ça que je continue de penser que c'est dans l'Europe qu'il faut se mettre en ordre de bataille, y compris peut-être en faisant que dans cette Europe à 27, peut-être demain il y en aura encore davantage, on puisse bâtir une Europe beaucoup plus cohérente, beaucoup plus engagée sur le plan climatique, social, et politique et aussi de défense, notamment dans cette Europe plutôt de l'Ouest, c'est vrai, parce que c'est celle qui a été au départ dans l'idée européenne et celle qui a le plus de liens entre les nations et qui porte les mêmes principes. Pour le reste, aujourd'hui, la gauche est moins menacée par le réalisme que par la radicalité. Une autre question? Oui, bonjour Monsieur le Président. Voilà, mes grands-parents sont d'une ville d'Ukraine qui portait le nom du roi Stanislas le Grand et qui a été débaptisé, qui porte maintenant le nom d'un écrivain de l'Union soviétique. Et d'autre part, il y a plusieurs populations, les Polonais. Stanislas le Grand était un roi polonais, et des Ukrainiens, et également des Russes. Et il y avait deux religions. Actuellement, l'une de ces populations, à cause des allées et venues, et à cause d'une clause du pacte germano-soviétique, paraît-il, des Allemands et des Russes, il ne se trouve plus qu'une religion. Alors, à peu près, il en reste encore. Mais voilà ma question. Justement, je pense que ces populations n'ont pas un sentiment, n'auront pas après cette deuxième, j'espère seconde guerre mondiale, ce qu'il suffit que nous soyons censés connaître de notre propre histoire, c'est-à-dire ce qui s'est passé au temps de Vincent Auriol. Et est-ce qu'on pourrait espérer qu'il y ait des tribunaux réguliers et contrôlés dès la fin de la guerre, afin qu'il n'y ait pas des manifestations spontanées? Voilà. Alors, dans votre question, il y a cette réalité que vous décrivez, c'est que l'Ukraine, telle qu'on connaît ses frontières, n'a pas toujours été l'Ukraine dans l'histoire. Ça a été une terre qui a été parfois pour partie polonaise, pour partie russe, même pour partie par d'autres pays voisins, lituaniens notamment. Donc c'est vrai qu'il y a dans l'histoire des territoires qui ont été bousculés, quelquefois transportés, si tant est qu'on puisse transporter un territoire, mais enfin mis sous un drapeau qui n'était pas le drapeau ukrainien. Bon. Sauf qu'il y a un moment où une nation prend conscience de son identité, prend conscience qu'elle participe finalement du même
destin commun. C'est ce qui se passe en ce moment en Ukraine. Je disais, les populations russophones qui étaient très liées aux Russes, comme d'ailleurs beaucoup d'Ukrainiens. Il y a des Ukrainiens qui avaient des cousins de la famille en Ukraine, en Russie. Et donc là, ce qui s'est produit par l'attaque de Vladimir Poutine a créé un sentiment national, peut-être même nationaliste, qui n'est pas forcément souhaitable, mais national très fort, et qui unit une population et qui sent que c'est là qu'elle doit se retrouver au-delà des différences, y compris religieuses. On ne va pas rentrer dans trop de détails, mais pour l'essentiel, c'est le culte orthodoxe qui est le culte dominant en Ukraine. Et il y a un patriarche de Russie et un patriarche de Constantinople. Et l'Ukraine, les orthodoxes étaient rattachés jusque-là, ou se rattachaient au patriarche de Russie. Et puis, il y a quelques années, pas si lointain, où ils se sont rattachés au patriarche de Constantinople. Ils ont bien fait parce que le patriarche de Russie est une espèce de porte-parole de Vladimir Poutine. Et donc on voit bien qu'il y a aussi ces conflits religieux, alors que c'est le même rite pourtant. Donc c'est vrai, mais ils sont devenus une nation. Deuxièmement, pour les tribunaux internationaux pour juger les crimes de guerre, puisqu'il y a eu des crimes de guerre, ça ne fait plus de doute en Ukraine, comme il y a eu des crimes de guerre en Syrie, comme il y a eu des crimes de guerre en Afrique, etc., dans certains conflits qu'on connaît bien, c'est très difficile. La justice internationale est très difficile. Par exemple, imaginons, Vladimir Poutine se retire, ce qui serait bien sûr l'objectif, se retire d'Ukraine, et on fait un accord international pour mettre un point final à ce conflit. Est-ce que vous pensez qu'on va aller chercher, on va envoyer des juges chercher Vladimir Poutine pour l'envoyer devant la Cour pénale internationale? Non. S'il perdait le pouvoir, ce serait possible. Mais bon, on n'en est pas là quand même. Hein. Et je ne crois pas qu'il faille trop insister là-dessus, parce que sinon, il n'arrêtera jamais. On va prendre une dernière question. Madame. Bonjour, Monsieur le Président. Oui. Que pensez-vous de la théorie que d'aucuns propagent, selon laquelle Vladimir Poutine n'aurait peut-être pas posé son acte de guerre s'il n'y avait pas eu projet d'installer des bases de l'OTAN aux portes de la Fédération de Russie, voire sur certains territoires des anciennes républiques du RSS? Oui, en tout cas, il le pense, lui. Et cette thèse-là, c'est la sienne. C'est ce que je décris exactement, ce que vous venez de dire, dans le début de mon livre, où il me montre là où sont les missiles de l'OTAN, et il dit, voilà, c'est vous qui nous menacez directement. Alors je lui ai expliqué que ces missiles ne sont pas faits pour faire une quelconque menace sur la Russie. Ce n'est pas une attaque que l'on préparerait, c'est aussi pour protéger le territoire européen d'attaques qui peuvent venir de plus loin. C'est pour assurer la défense du continent européen dans le cadre de l'Alliance Atlantique. Mais il le pense. Mais la question aurait été, elle aurait pu être, disons, un argument pour Vladimir Poutine, si l'Ukraine avait été acceptée comme membre de l'OTAN, avec la possibilité d'y installer des missiles. L'Ukraine étant voisine de la Russie, on pourrait comprendre que ça soit un bon prétexte quand même pour Vladimir Poutine de dire, puisque vous installez des missiles à côté de ma frontière, je considère que j'ai des droits pour agir. Mais la France s'est toujours opposée à ce que l'Ukraine entre dans l'OTAN. Toujours. Et même l'Allemagne l'avait accepté, même si les Américains poussaient dans cette direction. Parce que vous voyez bien que ça pouvait être un argument pour les Russes de bonne ou de mauvaise foi. Donc de dire, vous installez donc un système d'alliance à nos portes. Donc jamais on n'avait voulu qu'il y ait l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, et jamais nous avons installé quelques missiles que ce soit en Ukraine. Donc c'est pas du tout le prétexte qu'a pu prendre Vladimir Poutine, même s'il essaye d'accréditer cette thèse, parce que cette thèse n'était pas du tout la bonne. Et même Zelensky, qui a un peu varié quand même sur ce plan, hein, parce que Zelensky voulait absolument faire rentrer l'Ukraine dans l'OTAN, et à un moment, au début du conflit, d'ailleurs, il a dit non, finalement, on ne fait plus de demande d'entrée dans l'OTAN.
Et je crois que si d'ailleurs Poutine avait voulu que l'Ukraine rentre dans l'OTAN, il ne se serait pas pris autrement. Parce que c'est ce qui va se passer, bien sûr, maintenant. Je ne vois pas très bien comment, à la fin du conflit, l'Ukraine ne va pas de nouveau dire on veut rentrer dans l'OTAN pour être protégé. Je ne crois pas que ce soit forcément la solution. Hein. Parce que, qu'est-ce que ça voudrait dire si l'Ukraine était dans l'OTAN? Il faut bien comprendre ça. C'est-à-dire, l'entrée des troupes russes en Ukraine aurait justifié une riposte de tous les pays membres de l'Alliance Atlantique. C'est-à-dire que là, on aurait été belligérant. Ou alors, on n'aurait pas respecté la charte de l'Alliance Atlantique. Donc c'est pour ça que je crois qu'il ne faut pas être dans cette situation. Et il faut essayer d'en terminer avec ce conflit sans être belligérant. Alors justement, en terminer avec ce conflit, François Hollande, il va durer. On doit se résoudre à cette idée. Oui, je pense qu'il va durer encore plusieurs mois. Pourquoi? Parce que d'abord va arriver l'hiver, je le disais tout à l'heure. Pour ceux qui ont des souvenirs des épopées napoléoniennes, l'hiver n'est pas la meilleure période pour mener des offensives et même pour faire des retraites. Donc l'hiver va geler, à tous les sens du terme, le conflit pendant quelques mois. Ce qui explique d'ailleurs qu'il s'accélère le conflit jusqu'à ce que l'hiver arrive. Au sortir de l'hiver, c'est là que ça va être peut-être le moment de vérité. Est-ce que Vladimir Poutine considère qu'il doit se retirer et trouver une issue? Est-ce que les Ukrainiens qui auront mené une contre-offensive seront autant aidés par les Occidentaux au point d'aller chercher jusqu'en Crimée? Parce que vous avez vu ce qui s'est passé en Crimée, même si les Ukrainiens disent que ce n'est pas eux, ce qui est vraisemblable, parce que pour aller faire une explosion sur le pont, il faut passer par le territoire russe. Mais est-ce que les Ukrainiens vont aller jusqu'à revendiquer d'aller en Crimée? Donc on voit bien que c'est au printemps que les choses peuvent se dénouer et sans doute que le président des États-Unis aura un rôle, c'est-à-dire est-ce qu'il continuera à armer les Ukrainiens? À ce moment-là, ils seront tentés d'avancer, ou est-ce qu'il cherchera un compromis? Mais quel compromis est-il possible de trouver avec Vladimir Poutine? Et qu'est-ce qui va se passer en Russie? Est-ce que ça va être si simple pour Vladimir Poutine d'expliquer les échecs? Pour l'instant, il dit que c'est la faute de son armée, il fait démissionner les militaires. Mais il y a un moment, il y a des militaires qui peuvent peut-être s'en prendre à lui aussi. Donc ce n'est pas si sûr qu'il soit garanti de rester jusqu'en 2035. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions Madame, peut-être madame et monsieur. Madame, il y a monsieur. Voilà, monsieur, si il faut. Et après, Bonjour Monsieur le Président. Qu'auriez-vous fait, vous, si vous aviez été encore président au moment de l'invasion de l'Ukraine, et que feriez-vous aujourd'hui? Ça, c'est toujours facile de dire voilà ce que j'aurais fait. Je peux tout simplement dire voilà ce que j'ai fait. Moi, j'avais, avec Mme Merkel, permis qu'il y ait un accord qui puisse être trouvé à la suite de la première guerre en Ukraine. Mais le rapport de force nous le permettait. C'est-à-dire que Poutine savait qu'il ne pouvait pas aller beaucoup plus loin. Donc il y a eu ce qu'on appelle les accords de Minsk. Là, je pense que la France, par la voix d'Emmanuel Macron, a tenté un dialogue jusqu'au dernier moment. Je pense que personne ne peut reprocher à un président de chercher l'issue jusqu'au dernier moment, même s'il n'y avait pas beaucoup de doutes. Après, je crois que là, en ce moment, ça ne sert à rien de lui parler. Aujourd'hui, ça ne sert à rien, sauf peut-être pour régler des cas de prisonniers ou par rapport à la centrale nucléaire ou pour peut-être les céréales. Mais sur le conflit lui-même, je pense que ça ne sert à rien. C'est le rapport de force qui l'obligera à céder. L'idée, si vous voulez, c'est que la France est un grand pays qui est respecté, mais on ne peut pas séduire Vladimir Poutine simplement par des mouvements de sympathie, si vous voulez. C'est pas parce qu'il va vous trouver sympathique, ce qui n'est d'ailleurs pas le cas,
qu'il va céder. Donc ça n'a pas de sens. Mais il y a un moment où la France, si elle sent que là, il est en position où il peut reculer et accepter un compromis, il faudra saisir cette opportunité. Mais pour l'instant, il n'est pas du tout dans cet état d'esprit. Je pense qu'il ne faut surtout pas lui parler, parce que quand vous parlez à Vladimir Poutine, quand il est dans cette phase de tension, il utilise votre coup de téléphone comme un élément de communication. C'est lui qui mène le jeu. Emmanuel Macron lui a trop parlé. Je crois que jusqu'au déclenchement, je pense qu'on ne peut pas du tout repousser l'idée de convaincre. Je crois qu'il a eu raison jusqu'au dernier moment. Puis après, il a compris que Poutine mentait, mais mentait effrontément. Ensuite, il a pensé qu'il pouvait jouer de multiples rapports avec Zelensky et avec Poutine, mais dans une phase comme ça de conflit ouvert, Poutine voulait aller jusqu'au bout. Et il est encore dans cet état d'esprit, donc c'est pour ça qu'il faut attendre le moment opportun. Il y aura un moment où la France pourra espérer jouer un rôle. Pour le reste, qu'est-ce que pourrait faire aujourd'hui? C'est continuer à aider les Ukrainiens. Ça, je crois que ça fait partie de notre devoir, y compris sur le plan militaire, de leur donner du matériel, de leur donner des moyens pour résister. Je pense. Et puis aussi de montrer que l'Europe peut se réorganiser sur le plan de sa défense. Voilà ce que j'ai fait, ou ce que j'aurais fait. Je ne dis pas ce que je ferai. Alors, une dernière courte question. Monsieur Hollande, oui. Vous avez été président de la France, en France, donc permettez-moi une petite question de politique intérieure. J'étais moi aussi un de vos électeurs et un fervent soutien, puis la déception est venue. Et malheureusement, je peux observer que, à mes yeux en tout cas, vous avez affaibli la gauche. Et je redoute beaucoup que demain, vous disqualifiez ce qu'il en reste. Alors, monsieur Hollande, êtes-vous encore un homme de gauche? Moi, je le pense, mais d'abord, vous avez bien fait de voter pour moi en 2012, car si vous ne l'aviez pas fait, je n'aurais pas donc été président de la République. Et si je n'avais pas été président de la République, il n'y aurait pas la retraite à 60 ans pour les carrières longues, il n'y aurait pas la complémentaire santé pour tout le monde, il n'y aurait pas la pénibilité, il n'y aurait pas les droits des travailleurs, voilà. Et il n'y aurait pas le mariage pour tous, et je peux continuer ainsi. Et une conception de l'État que je considérais comme impartiale et juste. Donc vous avez bien fait. Mais je reconnais qu'il y a toujours une déception quand il y a une espérance. Si on était capable de faire tout ce que... Non parce qu'on a promis, parce que j'ai essayé de le faire, imposer les revenus du capital comme les revenus du travail, même créer une taxe à 75%, qui ne m'a pas valu que des compliments. Mais je l'ai fait, mais il y a toujours plus d'espoir qu'il y a même de promesses. Mais moi, ce que je veux, c'est que la gauche, elle revienne au pouvoir. Je ne veux pas qu'elle s'installe dans une situation de protestation, d'incantation et simplement d'appel à la manifestation. Moi, mon but, ce n'est pas que la gauche, même s'il faut des manifestations quand on est mécontent, il y a de quoi. Mais le but des partis de gauche, ce n'est pas d'aller manifester. Ça, c'est le rôle des syndicats. Le rôle des partis de gauche, c'est de se construire des propositions et des organisations capables de donner de nouveau de l'espoir, un changement. Or, aujourd'hui, c'est ça qui manque. Il faut donner un espoir. Alors, parce que je vois bien votre question sur la NUP. Enfin, le spectacle a donné depuis plusieurs mois. Vous m'obligez à venir sur un terrain que je n'aurais pas voulu défricher. Mais le spectacle, depuis des semaines, là, moi, je suis de gauche et je me sens même parfois humilié par ce qui se produit. J'ai rien à voir avec tout ça. Je ne suis pas en train de polémiquer, en train de dénoncer celui-là, celle-là, pour son comportement, pour sa vie. Enfin, il y a un moment, il faut quand même se mettre à un niveau élevé. Je suis pour l'union, bien sûr que je suis pour l'union. Ici, on sait ce que c'est que l'union. Elle est nécessaire, l'union. S'il n'y a pas d'union, on ne peut pas y arriver. Mais il faut une ligne qui puisse permettre de gouverner ensuite. Alors après, je vous l'assure, il y aura, je l'espère... Si on a suffisamment de temps pour le voir, de nouveau, la gauche sera au pouvoir, et elle décevra, parce que c'est son destin
Mais je préfère encore qu'elle déçoive et qu'elle arrive au pouvoir, plutôt qu'elle soit dans la réjouissance d'elle-même et qu'elle laisse la droite, voire même l'extrême droite, pour toujours au pouvoir. Voilà la différence qui, quelquefois, peut nous séparer. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci pour ces échanges passionnants. Je peux témoigner que le livre l'est aussi. Et je voulais souligner un bouleversement plus anecdotique. Lors de votre mandat, chaque fois que vous vous déplaciez, il pleuvait. Là, vous avez la faculté d'arrêter la pluie. Donc, bravo François Hollande. Merci beaucoup. Merci infiniment. Une table de presse pour quelques minutes. Voilà, vous allez faire le tour si vous le souhaitez. Voilà. Puis le président partira à 6h moins le quart.